Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du samedi avec notre expert hebdo. Alors d'ailleurs je pense qu'on va plutôt la renommer expert hebdo. Et oui, aujourd'hui une nouvelle tête de chez Porzampar. Alors sachant qu'ils sont 180, qui ont fait une vidéo par semaine. Bon du coup on en a pour 3 ans et demi. Et nous allons parler de secteur. Alors avant de commencer un point de la situation, tu le sais que le vaccin de Pfizer a été confirmé 95% d'efficacité d'après les derniers résultats de sa phase 3. Et depuis les marchés ont explosé dans le bon sens du terme. Tout s'envole. Alors hormis les technos qui subissent le rattrapage de toutes les valeurs massacrées. Oui, parce que tout ce qui a profité pendant la crise, du coup, est un peu délaissé. Alors, oui et non. D'ailleurs, on va le voir après. Et oui, parce qu'il y a un secteur qui était déjà au top, avec des valeurs qui étaient sur des records historiques avant l'annonce du vaccin de Pfizer et BioNTech, et qui, après cette bonne nouvelle, ont encore accéléré. Encore, et encore, et encore. Bref, la folie, comme dirait Liane. Je sais pas si on garde ça. Même d'ailleurs, le Bitcoin est revenu sur ses records historiques de fin 2017. Eh oui, 18 000 $ le Bitcoin. Tout ça pour dire que tout explose, et même les boîtes qui étaient à la limite du dépôt de bilan, comme par exemple Europcar qui a pris 100% en un mois, Vallourec qui fait partie du secteur pétrolier et parapétrolier, qui a gagné 57% depuis un mois. Bon, après, elle perd encore 81% en 2020. Disons qu'il faut qu'elle fasse encore x5 pour revenir à zéro. Zéro de perte depuis le début de l'année, quoi. Technicolor également, plus de 50% en un mois. Alors elle, c'est moins 90% depuis le 1er janvier. Après cette progression de 50%. Et oui, il faut qu'elle fasse encore x10 pour revenir à ses niveaux de début d'année. On va pas toutes les faire, mais tout ça pour dire que c'est quand même relativement le bazar complet, même si je pense que c'est une première vague que j'appellerais d'ajustement euphorique. Et durant ces prochaines semaines, on fera le tri avec la fameuse reprise en K. Comme maintenant, tout le monde le sait, tout le monde en parle, tout le monde a priori est d'accord. Bon, au-delà de ça, il faudra quand même faire d'abord le bilan de la deuxième vague, dans laquelle on est encore a priori quand même. Et du coup, c'est vrai que lors des prochaines publications trimestrielles, on risque très probablement d'avoir des très bonnes et des trop mauvaises nouvelles. C'est à ce moment-là qu'il risque d'y avoir justement des ajustements un peu plus francs. Mais pour ça, nous avons le temps. Donc oui, dans cette euphorie totale et ce bazar, la fête, c'est parti. Nous allons prendre un peu de recul aujourd'hui avec Sandra Servat, directrice adjointe de la gestion sous mandat de Porzampar. Bienvenue à toi Sandra, merci d'avoir accepté mon invitation. Quel est le palmarès des secteurs dans tout ce brouhaha? Le mois de novembre aurait été un mois de tous les records. Sur le CAC 40, on prend 20% en 9 séances sans aucune séance de correction. C'est du jamais vu depuis 1987. Pareil, sur le RSI, toujours sur le CAC 40, on est passé en 7 séances d'une zone de survente à une zone de surachat. Alors oui, tout s'est envolé, mais pas exactement de la même manière. Je pense très particulièrement au secteur de la banque, au secteur du oil and gas qui ont pris 30% sur la période. Toutes les valeurs cycliques ou les secteurs un petit peu délaissés, tels que l'aéronautique ou le secteur du loisir par exemple, ont également bien performé. En revanche, la tech et la santé, que je pourrais appeler les leaders d'hier, n'ont progressé qu'à hauteur de 50% de la hausse du marché. Alors je reviens juste un petit instant sur le secteur de la banque, qui fait énormément parler de lui et qui ne fait absolument pas consensus. On est encore dans des fondamentaux qui sont encore assez fragiles et pour le moment cette progression de 30% c'est plutôt du retour à la moyenne ou de la normalisation et non pas du retournement haussier. Alors affaire à suivre. Et dans cette euphorie on a envie d'acheter tout et n'importe quoi non-stop parce que de toute façon tout monte. Donc on va respirer un peu et du coup dans ce type de situation, quel est le point de vue du côté de la gestion d'actifs? Comment gérer ça? C'est une année complètement folle sur les marchés, Xavier. C'est des pics d'euphorie, des pics de stress. Clairement, les marchés jouent avec les nerfs des investisseurs. Je sais que c'est facile à dire, mais dans des phases comme ça de marché, mieux vaut essayer de prendre les décisions plutôt avec son hémisphère gauche et puis mettre le droit un petit peu en sourdine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire suivre son process. Ça veut dire se recentrer sur son portefeuille et ça veut dire appliquer quelques règles de gestion relativement simples et qui permettront de passer ces moments de marché un peu turbulents avec un peu plus de sérénité. Alors la première est évidente, c'est avoir un bon niveau de diversification. La diversification peut être géographique, elle peut être sectorielle, elle peut être en termes de style de gestion ou en termes de taille de capitalisation. Alors la gestion de conviction, c'est nécessaire, avoir des convictions en gestion, c'est nécessaire pour gérer un portefeuille. En revanche, on oublie bien souvent que diversifier son portefeuille, ça permet aussi de réduire le risque et ça permet surtout d'être un peu plus serein dans des phases de rotation sectorielle. La deuxième chose, c'est rebalancer son portefeuille. Rebalancer son portefeuille, ça veut dire le passer au crible. Passer au crible sa structure, sa composition, ses paris et opérer de temps en temps des arbitrages opportuns. Attention, je vous vois venir, je ne suis pas en train de dire qu'il faut bouger tous azimuts pour essayer de capter tous les mouvements de marché. Ça, c'est une stratégie qui est bien trop risquée et c'est porte de saloon garantie. Troisième chose, le sizing. Le sizing, c'est être sensible au poids des lignes et des paris.
Quelles sont les valeurs qui constituent mon top 10, mon top 15? Généralement, elles représentent à peu près 40 à 50% d'un portefeuille. Est-ce que ces valeurs méritent d'être dans mon top 10 ou dans mon top 15? Si ce n'est pas le cas, on les fait redescendre d'un cran, voire on les sort du portefeuille. L'idée ici, clairement, c'est enfiler sa casquette d'analyste financier, revoir les fondamentaux et revoir le cas d'investissement. Troisième question, souviens-toi, j'en parlais dans l'introduction, il y avait un secteur qui cartonnait pendant la crise. Alors même si on n'est toujours pas sorti d'affaires, on est toujours en période de crise quand même. Comme l'a rappelé encore une fois Jérôme Powell cette semaine, président de la Réserve fédérale américaine, qu'il va falloir encore des plans de relance budgétaires, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou ailleurs, des quantitative easing qu'on préserve précieusement, des taux à zéro. Bref, comme l'a dit Powell cette semaine, on n'est pas prêt pour le moment de ranger la boîte à outils. Eh oui, il va falloir continuer à soutenir sous ça pendant encore des mois, voire des trimestres. Quel est ce secteur en particulier? Pourquoi est-ce qu'il en a profité et il profite encore? Et est-ce qu'il y a encore du potentiel? Alors le secteur du luxe, je reprends tes mots Xavier, il cartonne en ce moment, mais il n'a pas cartonné toute l'année. Les 2 premiers mois ont été assez compliqués pour le secteur et les grands leaders du secteur du luxe ont été malmenés. Alors pour plusieurs raisons et à juste titre. Tout d'abord, je dirais à cause de la Chine. La crise a commencé là-bas et elle a surtout commencé plus tôt. Je rappelle que la Chine est le plus gros consommateur de pays de luxe au monde avec pratiquement 36-37% de la consommation mondiale. Deuxièmement, parce qu'on a eu fermeture des magasins, fermeture des aéroports qui sont des points de vente non négligeables et ensuite, bien évidemment, l'arrêt des flux touristiques. Tout ce flux de mauvaises nouvelles a entraîné les analystes financiers à dégrader les bénéfices par action des groupes de luxe et mécaniquement, on s'est retrouvé avec un secteur qui a amplifié la baisse du marché. Alors, globalement, c'est à partir du mois d'avril que le secteur du luxe a commencé à reprendre des couleurs, à peu près au moment des publications de résultats. À ce moment-là, les investisseurs ont pris conscience d'un levier opérationnel qu'ils avaient complètement occulté, qui est les ventes en ligne. C'est vraiment un levier de croissance qui est très important pour le secteur du luxe parce qu'il a permis, d'amortir la baisse des chiffres d'affaires des groupes. 2, il a permis également de maintenir des niveaux de marge satisfaisants, voire à terme d'augmenter les niveaux de marge. Alors, je prends un cas d'école qui est le groupe L'Oréal. L'Oréal, sur la dernière publication des résultats, a réussi à afficher un taux de croissance positif de ses ventes grâce au dynamisme des ventes en ligne. Aujourd'hui, L'Oréal, c'est énorme, c'est 36% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur Internet. Je prends un deuxième exemple qui est le groupe Kering. Kering, sur la publication des semestriels, a annoncé et a publié une marge opérationnelle qui était quasiment stable grâce à un effort en interne certes, mais également au dynamisme de ses ventes en ligne. Alors Kering, c'est un peu différent d'une L'Oréal ou d'une LVMH par exemple. Ils sont un petit peu moins en avance sur le développement de leur site en propre, mais en revanche, ils ont noué des partenariats très malins avec des grands groupes, Amazon, le dernier en date, mais surtout avec Alibaba. Alors Alibaba a développé ce qu'on appelle un Tmall, qui est un site de e-commerce spécialisé dans le luxe très haut de gamme. Kering a été une des premières marques françaises à y être référencée. Je place un peu le décor. Pavillon Luxury, c'est un panier moyen de 160 000 $. Et je prends encore une petite anecdote qui peut vous faire sourire. Il y a 2 ans, Maserati a mis en vente 15 véhicules et elles ont été vendues en quasiment 18 secondes. Donc le online, c'est très important pour le développement des groupes de luxe. Elles permettent bien évidemment l'amélioration de l'opérationnel, le maintien des marges, mais elles permettent également de tilter le chiffre d'affaires puisqu'on s'est rendu compte que sur certains sous-segments, le panier moyen en ligne était supérieur au panier moyen physique. Alors je vais être très synthétique, je vais vous donner 5 bonnes raisons pour se réintéresser ou pour s'intéresser au secteur du luxe. La première, c'est que c'est un marché en croissance. On parle de 5 à 7% de croissance annuelle. Alors, oui, le luxe ne connaît vraiment pas la crise. 2, on est sur des valorisations qui ne sont pas délirantes pour des valeurs du luxe, bien évidemment. 3, on a un levier opérationnel. 4, on a un comportement relatif du secteur qui est toujours très attrayant. On est en surperformance relative depuis pratiquement 2015 avec des phases de temps en temps de normalisation. Mais depuis 2015, ça surperforme. Et enfin, cerise sur le gâteau, potentiellement du M&A. Alors je sais qu'en ce moment, on parle énormément d'LVMH et de Tiffany. On est plus là sur la pomme empoisonnée que la cerise sur le gâteau. En revanche, il y a d'autres dossiers qui sont souvent cités comme des cibles. Je pense à Moncler, je pense à Richemont, je pense à Brunello Cucinelli et puis éventuellement l'OPR sur Christian Dior. Merci Xavier pour cette invitation. C'était un plaisir. Si tu veux en savoir un peu plus sur le luxe, tu me réinvites. Ce sera avec grand plaisir. J'ai encore plein d'anecdotes pour toi. Si vous avez aimé le contenu, vous likez. Si vous avez aimé le t-shirt noir de Xavier, vous likez. En tout cas, moi, je le ferai. Merci à toi Sandra pour ta participation. Qu'est-ce qu'il a mon t-shirt? C'est très bien mon t-shirt. Bon après c'est vrai que je suis pas trop dans le thème. Que ça marche si je fais ça? Ah, je remets la tenue dimanche. Ah mais non, c'est pas celui-là, c'est pas le bon.
Ah bah voilà, là on est en tenue appropriée. Un grand merci à toi Sandra pour ta participation, tu reviens quand tu veux. N'hésite pas à liker si ça t'a plu pour soutenir toutes ces interventions très précieuses. Je te dis à demain 10h pour le débrief hebdo, je t'attends au rendez-vous. Bon et en attendant, je vais mettre ma tenue du dimanche. Ciao!